something curious about this broadcast. Audition libre. Audition libre, l'émission des arts de la scène avec le magazine Le Brigadier. Bénédicte Soula. Bonjour et bienvenue comme chaque semaine dans La Brigade pour évoquer ce qui fait bruisser en ce moment le milieu des arséniques. Il a l'ouïe affûtée, le regard partout. Mathieu Arnal, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour aussi Pierre Estournel qui cette semaine a rencontré, je crois, le fantôme de Frida Kahlo, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je vous emmène au Mexique grâce à la puissance de l'interprétation de Céline Bernat. D'accord, et bonjour alors à Anna Van Ryn également, puissante aussi, notre Miss Agenda, que vous retrouverez en fin d'émission dans une vingtaine de minutes à peu près. Bonjour Anna. Bonjour à tous. Merci et bonjour à Rémi Souloumiac qui signe la technique de cette émission. Et maintenant, il est temps de vous présenter notre invité. Alors notre invité, vous le connaissez forcément, cela fait 50 ans, messieurs, dames, qu'il dirige sa compagnie Le Théâtre de l'Acte. Il a un parcours théâtral, alors long comme le bras, comédien, metteur en scène, formateur, directeur d'un lieu bien identifié à Toulouse, qu'on appelle le Ring. Il est ici un peu le chantre d'un théâtre engagé qui puise ses racines dans le théâtre politique des années 70. Mathieu Arnal, oui, bien sûr, va revenir sur ce parcours parce qu'il y a beaucoup à dire sur cet invité aujourd'hui. Merci d'accueillir Michel Mathieu. Merci à vous. Bonjour Michel. Alors Michel, avec un tel CV, vous comparaissez en audition libre. Audition libre, interview. Mathieu Arnal. Oui, alors on va résumer à grands traits votre parcours. Alors on récapitule. Nom, Mathieu. Comme vous. Prénom, Michel. Vous êtes né à Liège le 1er mars 1944, c'est bien ça ? J'ai déjà répondu à toutes ces questions, rue du Rempart Saint-Étienne en 1968. Ah. Et même sous la torture, je ne dirai rien. Bon alors il paraît que là-bas, vous avez fait les 400 coups entre votre participation au théâtre universitaire, votre collaboration avec le théâtre de l'Étuve, et qui dit Étuve dit contexte un peu étouffant, non ? À Liège. À Liège, oui. Alors évidemment, vous avez quitté la Belgique pour Toulouse en 68, où vous avez fondé le Théâtre de l'Acte avec Mamadi Kaba. C'est ça, en 65, mais bon. 65 même, oui, il a fallu quand même 3 ans pour passer à l'acte, oui. Bon. Influencé entre autres par le Living Theatre, la célèbre troupe de théâtre expérimentale américaine. Puis 4 ans plus tard, vous avez commencé à enseigner à l'Université du Mirail, où vous avez cofondé le Centre interdisciplinaire de recherche et d'études théâtrales. Oui, le CIRET. Oui. Le CIRET, en 75. Vous avez créé la fabrique Arnaud Bernard, un lieu alternatif, ça se tient, avant de déménager du côté du quartier Bourrassol et de la rue Gay-Lussac, près de ce qui va devenir en 1988 le Théâtre Garonne, que vous avez cofondé avec un certain Jackie Ohaillon. Tout à fait. Jusque-là, c'est juste. C'est bon. Et en octobre 2005, vous ouvrez un nouveau lieu dans le quartier des Sept-Denis, à savoir le Théâtre du Ring. Théâtre où vous officiez toujours et où l'on peut assister jusqu'au 31 octobre à votre dernière mise en scène Hiver d'après la pièce de Jon Fosse. Vous signerez évidemment votre déposition après la fin de l'interview. En attendant, je vous laisse avec ma collègue, la brigadière en chef Bénédicte Soula. J'ajoute quand même que vous avez oublié la fabrique Arnaud Bernard. Non, je l'ai dit. Vous l'avez dit. Bon, en 75, non. Je devais dormir. Ah oui, bon, je n'ai pas fait attention non plus. Michel Mathieu, je me demande si vous ne nous cachez pas qu'avec ce magnifique pull rouge, vous êtes également guide de haute montagne ou moniteur de ski. Ah non, malheureusement, le ski, non. C'est pas mon truc. Non, c'est pas son truc. On va revenir à son truc, justement. Allez-y, chère brigadière. Voilà. Au bout de ce long parcours rapidement rappelé par Mathieu, donc il y a Hiver, votre création pour la saison 19-20, 2019-2020. Il s'agit d'une pièce de Jon Fosse que vous mettez en scène. Alors, rappelez-nous pour commencer quel est l'argument de cette pièce. C'est une histoire d'amour, je crois. Oui, c'est-à-dire la difficulté avec Jon Fosse, c'est que le terme même d'argument n'est pas tout à fait... Je l'ai pris dans votre dossier de presse, Michel Mathieu. Oui, mais il est un peu incomplet parce que c'est vraiment l'argument, l'anecdote, et disons l'histoire en elle-même ne comporte pas l'essentiel de l'intérêt
Jon Fosse navigue et on ne sait jamais exactement de quel côté ça penche. Donc il y a une histoire d'amour, D'attirance. une histoire de désir, de peur, de non-dit, de ratage, et en même temps qui débouche quand même sur la lumière. Bon, ce qui est d'ailleurs un peu exceptionnel dans l'œuvre de Jon Fosse, qui est souvent assez noire. Et là, cette pièce laisse entrevoir quand même laisse entrevoir un bonheur possible entre les deux protagonistes. Bon, mais même si l'argument le bon argument n'est pas le mot idéal, alors donc il y a un homme et une femme. Voilà, c'est un homme s'assied sur un banc, et puis arrive une femme, et entre deux va se jouer toute une aventure. L'homme est marié, il a des enfants, il a un boulot, etc. Et la fille, bon, on n'en dira rien, mais voilà, ce sont ces allers-retours un peu entre des choses qui s'essayent entre deux êtres à travers un langage. Alors là, c'est ma question suivante. Voilà, je vous la pose alors. Oui, vous voulez parler de la langue? Alors, avec cette pièce, vous vous confrontez à deux réalités quand même imposées par la langue de Jon Fosse. D'une part, des didascalies, alors là, très précises, laissées par l'auteur à l'adresse des metteurs en scène potentiels, et de l'autre, un texte plein de silence, mais aussi de musique, un texte sans ponctuation, une langue de l'invisible, dites-vous, ça aussi je l'ai trouvé dans votre dossier de presse. Comment réagit le metteur en scène face à cette double injonction de la langue, un peu perturbante, non, Michel Mathieu? Oui, c'est-à-dire que l'anecdote, on l'a vu, est assez familière, est assez réaliste d'une certaine façon, mais ce réalisme est déjoué par la langue. Et cette langue est très quotidienne. Et dans le quotidien, on ne fait pas des thèses de philosophie quand on parle. La langue, elle est errante. Elle va sur des répétitions, elle va sur des interrogations dont on ne sait pas si ce sont de vraies interrogations ou si l'esprit voyage un peu. Et c'est cette errance qui se traduit chez Jon Fosse par... D'abord, il n'y a pas de ponctuation. Donc, on doit interpréter. Alors, il y a des répétitions de mots, par exemple, le « oui ». Le oui, qui est le signe affirmatif par excellence, prend toutes sortes de couleurs. Il est répété 5 fois parfois par la comédienne ou par le comédien. Donc il faut trouver parfois, il veut pas dire la raison de la répétition. Il y a des phrases qui sont interrompues en plein milieu. Donc on est obligé d'imaginer quelle est la pensée qui poursuivrait le sens qui est donné par les mots. Et tout ça, l'intérêt, moi, ce que j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à faire cette mise en scène et à travailler avec les acteurs, c'est de déchiffrer. Il faut déchiffrer tout ce qu'il y a dans les sous-entendus, tout ce qu'il y a dans les silences. Que porte un silence? Pourquoi ce silence-là? Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, les didascalies sont très précises et on essaye de suivre au plus près les indications de Jon Fosse. Donc, s'il y a un silence, c'est pas pour rien. C'est que quelque chose est en train d'évoluer dans la pensée. Et donc, quand on met ça en scène, se pose la question du corps. C'est ça, comment on met en scène, on traduit une pensée. Ce n'est pas qu'un travail, c'est un travail musical. C'est sûr que Jon Fosse est un musicien de la parole, mais cette parole, elle est dite par des corps qui ont leurs émotions, qui portent des choses. Il y a des gestes, il y a des déplacements. Et tout ça, il faut l'imaginer. C'est-à-dire, c'est en ça que c'est passionnant, comment ce texte, qui est aussi transparent d'une certaine façon, peut trouver sa concrétisation dans les corps, dans les gestes,
dans les inflexions de la voix, parce que la voix est organique, hein, donc un oui peut être dit de multiples façons, et on est obligé de faire des choix. Et en même temps, ces choix-là ne doivent pas bloquer, parce que si on est trop explicatif, on trahit en quelque sorte Jan Fosse, c'est-à-dire qu'on en fait quelque chose de rationnel, etc. Alors que la part de mystère dans l'interprétation qu'on peut avoir de cette pièce ou d'autres pièces de Jan Fosse, hein, c'est pas uniquement Hiver qui est écrit comme ça, doit rester. On doit rester dans une sorte d'indifférenciation, mais en même temps ouvrir tous les possibles. Alors, comment vous avez fait concrètement? Parce que comment on a fait oui, ça m'intéresse. Pour pas trahir Jan Fosse et en même temps, pour cristalliser sur un plateau une pensée. Bien, une langue invisible. Moi j'ai travaillé un peu par cercle concentrique. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire que, d'abord, il y a 4 parties dans cette pièce, 4 parties très distinctes, avec 2 lieux. Une chambre d'hôtel, un banc public et une chambre d'hôtel. Et donc, j'ai travaillé partie par partie, hein, comme un artisan tout à fait idiot. Et en essayant... C'est sympa pour les artisans. Mais non, mais un artisan... Idiot. Voilà. Lui, moi. Voilà. Non, je plaisante, oui. Qui, donc, essayait de trouver des structures de jeu déjà en suivant un peu les indications de Jan Fosse. Et après, en revenant progressivement, moment par moment, sur chaque point de la chose. Donc voilà, voir déjà les grandes structures de jeu qui se dégageaient de la pièce, et puis avec les comédiens, les laisser faire aussi, et de voir quelles étaient leurs propositions de manière Quel a été justement leur rapport avec vous sur cette direction assez dénudée finalement Bien, et qui tranche avec les précédentes créations du Théâtre de l'Acte. Oui, c'est un aller-retour permanent, hein, un aller-retour permanent entre ce qu'ils proposaient au plateau et ce que moi je rectifiais. Je proposais aussi d'autres choses en réfléchissant comment donner un corps à cette parole. Oui, donc on était justement là sur cette direction assez dénudée, sur le fait, donc on a un petit peu compris là, comment ça se matérialisait, les différents rapports des 4 parties. Après, il fallait imaginer un espace aussi. Donc là, ce qui traverse cette pièce, au niveau de la tension entre les 2 personnages, c'est l'espoir d'un futur. Il y a une phrase qui revient très souvent, aller dans une autre ville, aller dans un endroit différent, partir. Voilà. Et donc, il fallait trouver la scénographie pour créer cette aspiration vers le futur. Bon, on l'a fait à notre façon. Ah, mais ça, je ne vais pas dévoiler. Oui, c'est ça. Vous ne voulez pas déshabiller la mariée avant la nuit de noces? Non, la mariée, ça faisait longtemps. Elle se déshabille. Sacrée mariée. Voilà. Oui. Michel, vous avez quelque chose à dire sur la mariée avant la nuit? Non. Pas cette fois-ci. Rien à dire. Je ne veux pas justement... Sur la mariée sur le plateau, hein, alors. Alors, moi j'aimerais, Michel, qu'on dise 2 mots quand même sur les comédiens, parce qu'on tourne autour d'eux depuis le début de cette interview. On parle de corps, mais enfin... Alors, il y a un homme et une femme. Donc Camille Lelandais, la fille. Camille Lelandais, qui est une jeune comédienne, toute fraîche, et pas mariée, visiblement. Et pas moulue encore, non? Venue de notre formation, qui était en formation l'an dernier, et qui se révèle, à mon avis, d'une très grande intuition et sensibilité et spontanéité. Donc, vraiment, c'est quelqu'un... C'est son premier rôle important, là Oui, je pense, oui. Ouais. Elle a peut-être fait du théâtre ailleurs, dans son Aveyron natal, mais... intéressant. Et Mathieu Arnal ne le sait pas. Non. Mais... Quelle heureuse surprise. Mais là, c'est vraiment un rôle capital qu'elle a pendant 1h10, hein, donc est très important et difficile. Ouais. Alors,
j'avoue que pour les comédiens, apprendre un texte de Faust, c'est un calvaire. Hein. C'est complètement... moi, je ne pourrais pas, personnellement. Parce que c'est extrêmement répétitif. Vous avez joué... avec des petits changements. Vous n'avez jamais joué, vous? Non, je ne pourrais pas. Non. D'accord. Et donc Quentin Sisling, Quentin Sisling, qui fait très bien la cuisine également. Oui, qui a une formation culinaire et a dirigé un petit restaurant, le Bol Rouge. C'est lui qui s'est arrêté là. Mais Quentin, il avait commencé le théâtre avec nous, au théâtre universitaire. Ensuite, il a réalisé un spectacle enfant sous la direction de Marie-Angèle Vors, Loup Noir, qui a beaucoup tourné. Et il était toujours... Je l'ai vu sur le Christopher Marlowe, moi. Oui, il faisait le duc de Guise dans Massacre à Paris de Marlowe. De Marlowe, oui. Magnifique. Et voilà. Et donc, c'est lui qui fait le rôle masculin. Voilà, mais vous verrez, c'est un couple improbable, mais magnifique. Et, non, mais je dois dire que les comédiens... Enfin, là, on a joué... on est à 2 représentations. Le public est vraiment captivé par leur jeu. Hein. Il y a une évidence, c'est quelque chose qui s'est créé entre eux. Ils font un travail vraiment impressionnant, quoi. Impressionnant. Ils se sont trouvés, alors il y a une alchimie entre les 2 comédiens. Oui, voilà. D'âge très différent, parce que Camille est très jeune, Quentin... un peu moins. Moins. Hein, mais jeune quand même. Oui, mais voilà, mais quelque chose s'est réalisé. Ils ont énormément d'écoute. Ils arrivent à très bien jouer ensemble. Oui. Très bien. Juste pour finir donc sur Hiver, peut-être qu'un petit mot, même si vous ne voulez pas trop en dire, sur la scéno, les jeux de lumière, la création. Mais la scéno, comme je vous dis, on a privilégié cette tension vers le futur et en contrepartie le passé. Le passé est un jardin, le futur est un cour. Il y a de la musique, il y a de la vidéo. Il y a pas vraiment de la musique. Il y a du son. Il y a du son entre les différents tableaux. Alors qui est le créateur son? Alors c'est Johan Barillot qui a créé. Alors, les lumières sont de Johan et de Fabien Le Prieur. Oui. Le Prieux. Donc, c'est un travail en commun. C'est très minimal. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, on a voulu faire vraiment un travail un peu conceptuel, c'est-à-dire on ne représente pas tous les éléments. Il y a un téléphone à un moment. Là, on ne voit pas de téléphone. Pas d'iPhone sur scène. Pas de téléphone sur scène. C'est l'hiver, en principe, le sol est boueux. La comédienne tombe, en principe, dans la boue. Il n'y a pas de boue sur le plateau. C'est amusant parce que vous dites que pour Jon Fosse, c'est un peu étonnant, cette lumière, parce que d'habitude, il est très sombre. Alors vous, c'est un peu étonnant aussi, parce que d'habitude, vous aimez quand même les scénographies avec de la boue, avec plein de choses. Oui, je suis à l'inverse. C'est très minimaliste. De ce que je fais d'habitude. Oui, c'est amusant. Comment ça se fait? Vous aviez envie d'autre chose? Non, mais j'étais... Épuré. Ça fait longtemps que j'étais intéressé par l'écriture de Jon Fosse. En formation avec les stagiaires, j'avais souvent utilisé des textes d'autres pièces de Jon Fosse. Donc ça s'est trouvé que voilà, j'avais envie spécialement de jouer ça. Et puis c'est une pièce à 2 personnages, donc c'est pas très lourd à monter. Oui, il y a des raisons économiques aussi. Oui, mais au départ, c'est quand même le désir de se confronter à cette écriture. Bien entendu. Bien sûr. Alors, un petit mot pour terminer cet entretien. Alors, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Michel Mathieu, vous allez quitter la direction de ce cher Théâtre du Ring dans quelques mois. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous là, à quelques mois de ce départ? Je ne sais pas.
C'est beaucoup de travail de passer, de faire une transmission. Vous ne réalisez pas contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous ne voulez pas y penser. C'est plus de travail que de continuer à gérer un lieu. Mais bon, le ring, c'est Michel Mathieu quand même pour l'instant. En principe, ça doit se faire. On est encore on n'a pas résolu tous les problèmes administratifs, sachant que c'est un lieu privé. C'est pas la ville qui... Et oui, il y a une propriétaire. Voilà, il y a un propriétaire. Donc il faut qu'on avance de ce côté-là. Après, moi, j'ai toute confiance à l'équipe qui reprendra les rênes du lieu. Cela dit, nous continuerons, la compagnie va continuer à y travailler, présenter ses spectacles et à faire la formation, son travail pédagogique. Donc oui, c'est la partie administrative vraiment que vous allez... Pas que la partie administrative. Juridique aussi, finalement. La programmation et puis aussi la communication, ça sera dans le contrat, l'aménagement des lieux. Ça sera dans le contrat que le Théâtre de Lac reste quand même compagnie associée. Bien sûr, oui, bien sûr. Non, ça c'est évident. On a beaucoup investi, nous, très bien. Dans ce lieu. Bien entendu, c'est pour ça. Bon, alors, ce que je voudrais m'adresser un peu, s'il y a des diffuseurs qui sont à l'écoute aujourd'hui, aussi bien dans la métropole toulousaine qu'ailleurs. C'est un spectacle, qui est joué au ring, mais qui peut s'adapter à différents types de salles. Et nous sommes vraiment en demande de diffuseurs pour venir voir ce travail. On joue pendant les vacances, ce qui est complètement idiot du point de vue de la diffusion. Voilà, mais en même temps, ça permet aux gens qui sont en charge de programmation de venir, bien sûr. De se libérer peut-être et de venir voir. Donc je vais donner les dates alors pour les diffuseurs et pour aussi tous les spectateurs. Donc je vous rappelle, Hiver de Yonfos, mise en scène. Même si on est en automne. Ah oui, on est en automne, bien sûr. Hiver, même si on est en automne, de Yonfos. C'est la blague du jeudi, voilà. Mise en scène par Michel Mathieu, c'est au Ring du 22 au 31 octobre. Donc merci Michel, et donc les diffuseurs, allez voir ils Hiver. arrivent en masse, par autocar. C'est ça. On peut se garer, j'y vais régulièrement. Vous pouvez y aller en nombre, il n'y a pas de souci. Voilà, merci encore Michel Mathieu. Direction maintenant, donc on vous l'avait dit en introduction, le Pavé, où Pierre Estournel a pu se rendre à un filage, je crois, celui de Céline Bernat qui interprète en ce moment sa pièce Frida. Et Pierre, je crois, c'est votre coup de cœur cette semaine. Vous savez, alors en pensant à cette pièce et en regardant ces filages, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ces artistes maudits. J'ai pensé à Toulouse-Lautrec, j'ai pensé à Beethoven, qui étaient handicapés à vie, frappés par la maladie. Leur vie en était marquée durablement. Et c'était le cas de cette artiste mexicaine, cette artiste peintre, Frida Kahlo. D'abord atteinte par la poliomyélite à 6 ans, et puis ensuite, quelques années plus tard, elle est frappée mortellement non, mais atteinte à vie par un accident terrible entre son autobus et un tramway. Elle a une barre de fer qui lui traverse le corps, alors ça évidemment on n'en sort pas indemne. Céline Bernat a été fascinée par ce personnage ce qui lui a inspiré cette pièce, Frida, donnée pour la première fois il y a 10 ans au Pavé, souvenez-vous, avant d'y revenir aujourd'hui pour le 10e anniversaire. Oscillant en permanence entre mélancolie et humour, le texte traduit parfaitement l'extraordinaire énergie qui l'animait. On va l'écouter dans un extrait ici, enchanté par la perspective d'une maternité. J'oublierai jamais cet endroit. Parce que j'y suis tombée enceinte. Un jour, j'ai porté un petit Dieguito. Alors au début, on savait pas trop si je devais le garder à cause de mon état physique complètement merdique. Et puis les médecins m'ont dit que je pourrais l'avoir par césarienne. Du coup, je l'ai voulu. De toute mon âme, de toute ma chair, j'avais la vie en moi qui mûrissait juste au creux de mon bassin, rafistolée comme une porcelaine brisée. J'aimais déjà ce petit Dieguito à qui j'allais me consacrer.
En 1939, Frida Kahlo se rend à Paris pour participer à une grande exposition sur le Mexique, mais comme le dit si joliment Céline Bernat, c'est merdique, rien ne va dans l'organisation, c'est la faute à André Breton. Et puis l'artiste s'en prend justement à André Breton, elle prend en aversion Paris, les intellectuels et plus généralement les pays européens. Céline Bernat, ici encore, particulièrement convaincante dans la peau d'une Frida Kahlo qui enrage avec une terrible énergie. Ah non, mais cette exposition est un sacré bordel. Hein. Quand je suis arrivée, mes tableaux étaient encore à la douane. Parce que ce héros des putas, des Bretons, n'avait même pas pris la peine de les en sortir. La galerie n'était pas du tout prête pour l'expo. J'ai dû attendre comme une conne pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que, heureusement, je fasse la connaissance de Marcel Duchamp, un peintre merveilleux. Le seul qui ait les pieds sur terre parmi ce tas de fils de pute, lunatiques et tarés que sont les surréalistes. Non mais il faut voir comment ces têtes de mules de Français se sont comportés avec les réfugiés antifranquistes. Des salauds de la pire espèce. C'est insupportable de voir le traitement des Espagnols dans ces camps. Allez Diego, on est en train de préparer le départ de 400 réfugiés pour le Mexique. C'est pas assez, mais c'est la seule chose qui me réchauffe le cœur. Bordel. Ah, ces démocraties valent pas un clou, hein. Ça me rend marteau, moi. Noir. Voilà, vous avez compris, de bonnes raisons d'aller voir Frida au pavé. Il y a la vie de Frida Kahlo, il y a la performance de Céline Bernat, conseillée par la scénariste Léna Cohen. Vous n'avez que 3 soirées pour voir cette attachante Frida. Au pavé, c'est jeudi, vendredi, samedi, 20h30. Parfait, merci Pierre. On termine évidemment par l'agenda d'Anna. Anna, la belle Anna qui ne dort pas beaucoup en ce moment. Ses nuits et ses idées de sortie sont plus belles que vos jours. Elle nous raconte tout ça dans son agenda. Alors d'abord, on va parler d'un spectacle assez surprenant qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est Cargo Texas Toulouse, qui est réalisé par le Théâtre de la Cité, toujours dans le cadre de la Biennale. Alors il s'agit d'une sorte de cinéma itinérant, conçu et mis en scène par Stéphane Kegui et Rimini Protocol. Et figurez-vous que pour le coup, il n'y a aucun comédien. Alors je vous explique, les spectateurs sont en fait assis dans un camion et ils vont donc s'arrêter à plusieurs endroits. Alors ça peut être un parking, une station de lavage ou même une zone industrielle, peu importe, parce qu'en fait chaque lieu va devenir une véritable pièce illustrée par la composition sonore et le paysage que vous voyez devant vous. Alors par contre, il ne reste que quelques jours pour participer, c'est encore jusqu'à ce vendredi et le rendez-vous est fixé sur le parking du Métronome pour le départ à 21h. Et un peu de danse peut-être ? Et voilà, je continue une petite dernière pour faire un peu de danse, donc avec le festival Danse et Continent Noir qui commence à partir de samedi et qui est organisé par le centre chorégraphique James Carles. Alors tout un programme qui va tourner autour des questions de racisme, de discrimination, d'urbanité et tout ça interprété par des artistes qui viennent des 4 coins du monde. Alors pour le premier spectacle du festival, ce sera lundi au Théâtre des Mazades. Ça s'appelle Le Soleil du Nom et c'est de la musique. C'est un duo acoustique qui revisite des classiques en version jazz d'ailleurs. Pierre, ça pourrait vous plaire. Alors, et ensuite, il y aura évidemment des représentations de danse, des concerts aussi et tout ça jusqu'au 9 novembre. Donc, vous avez le temps de vous renseigner sur la programmation. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup, Anna. Merci à tous. On remercie encore notre invité Michel Mathieu et puis on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ça marche. Bye.